Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle édition d'intégration aux États-Unis. Aujourd'hui, je partagerai avec toi comment joindre l'armée américaine. Et dans cette vidéo, je parlerai des différentes branches en premier lieu. Je parlerai des différentes conditions qu'il faudra réunir pour pouvoir joindre l'armée. Ensuite, je parlerai de combien de temps dure la formation militaire, qui est en fait divisée en deux parties. Aussi, je parlerai des bénéfices. Quels sont les bénéfices pour ceux qui joignent l'armée ou pour ceux qui ont servi dans l'armée. Et aussi, je parlerai des deux différents types de contrats qui existent dans l'armée. Il est important de noter que tu as la possibilité de joindre en tant que full-time ou bien en tant que temps passé. Je vais plus en détail sur ces deux contrats que tu as quand tu joins l'armée. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'en montrerai un bonus où je parlerai de mon expérience particulièrement. Oui, mon expérience, car j'ai aussi servi quelques années aussi dans l'armée. Sans toutefois tarder, retrouve-moi de l'autre côté pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit à l'attente de cette vidéo, euh, l'armée américaine étant considérée comme l'une des plus puissantes, c'est un privilège pour n'importe qui émigre ici aux États-Unis de pouvoir se taper la poitrine pour dire que oui, j'ai servi l'une des plus grandes puissances militaires ici aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je te parlerai de cette armée. Je commencerai par te présenter les différents corps, les différentes branches qui existent. Et je parlerai de ces corps de la plus, en quelque sorte, je te présenterai ces différents corps de la meilleure et la moins meilleure, si on peut dire comme ça. Mais il faudrait remarquer que, bien il faudrait retenir que, quel que soit le corps que tu vas joindre, le salaire c'est la même chose. En fonction de ton rang et ton année d'expérience, le salaire c'est la même chose. Donc on va commencer par la Air Force. Pour moi, la Air Force est considérée comme la meilleure branche si tu considères joindre l'armée. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont considérés comme les ministres de l'armée, en fait. La formation dure moins longtemps, c'est-à-dire la formation du militaire, la formation physique dure moins longtemps. Il y a beaucoup de bons métiers que tu peux te perfectionner et avoir de bonnes formations. Après la Air Force, il y a la Navy. La Navy, d'ailleurs, est la Navy a cette particularité qu'il faudrait que tu aies des aptitudes à pouvoir nager. Ensuite, nous avons Army. Army, c'est en quelque sorte, pour ceux qui sont de l'Afrique, l'armée de terre. C'est une branche qui, de ma foi, n'est pas la meilleure branche à joindre par rapport à certains amis qui ont joint cette branche et qui déconseillent les personnes qui veulent entrer dans l'armée de joindre cette branche. Ensuite, nous avons les Marines, qui n'est pas très différent de Army, mais en quelque sorte qui est une sous-branche de la Navy. Quand tu entends Navy, Marines, ça, tout ce qui te vient à l'œil, c'est la mer. Donc, il y a les Marines. Et ensuite, il y a les National Guard. Le National Guard, en fait, c'est l'armée des États. C'est cette branche de l'armée qui n'est pas en quelque sorte dirigée par l'État fédéral, mais beaucoup plus par les gouverneurs d'État. Ce sont des armées qui interviennent pendant les catastrophes naturelles qui se produiraient dans l'État, dans différents États. Donc, par exemple, le Maryland a son National Guard, Texas a son National Guard. Donc, bref, tous les États américains ont le National Guard qui reçoivent les ordres et les instructions, pas du président de la République, mais du gouverneur. Et pour finir, nous avons les Coast Guard. Les Coast Guard, en fait, sont des personnes qui s'occupent de la sécurité des frontières maritimes.
Ils sont beaucoup plus rattachés aussi avec la Navy, mais sont spécifiquement basés sur la sécurité des différentes côtes des États-Unis. Donc, en quelque sorte, voilà les différentes branches de l'armée américaine et j'irai un peu plus en détail dans les différentes branches dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je vous parlerai à peu près des différentes conditions qu'il faudra réunir pour pouvoir être éligible à joindre l'armée américaine. Il est important de noter que ces conditions sont presque les mêmes sur toutes les branches, à l'exception de quelques conditions et j'irai dans ces différentes spécifications. La première condition qu'il faudrait avoir, c'est qu'il faudrait que tu sois âgé entre 17 et 42 ans. Donc, si tu as 17 ans, il faudrait que, sachant que tu es toujours un mineur, il faudra que tu sois accompagné d'un parent. C'est-à-dire qu'un parent doit prendre l'engagement pour toi de joindre l'armée. Et 42 ans, pour pouvoir joindre à cet âge, il faudrait que tu aies certaines, on appelle ça des waivers. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on te fasse certains examens pour pouvoir s'assurer qu'à 42 ans, tu es toujours fit pour pouvoir joindre l'armée. Ajouté à ça, il y a les conditions, tu dois pouvoir passer certains examens médicaux et certains examens physiques. L'armée, on ne veut pas des personnes qui viennent avec certaines conditions, certaines maladies. Et aussi, il y a des exceptions à cela. Si tu as par exemple une maladie comme, comment on appelle ça? Si par exemple tu es asthmatique, voilà. Si tu es asthmatique et que ta maladie a commencé après que tu aies 13 ans, que tu aies eu tes 13 ans, tu pourrais toujours être éligible à joindre l'armée américaine. Donc, il y a ces différentes conditions qui varient. Et je mettrai sur la barre de description les différentes conditions, les liens où vous pouvez avoir plus de détails sur les différentes conditions qu'il faut réunir pour pouvoir joindre n'importe quelle branche de l'armée. Je mettrai un lien pour la Navy, pour la Air Force, pour les Marines, pour l'Army, pour les Coast Guard et pour le National Guard. Ajouté à ça, il faudrait que tu sois au minimum un citoyen américain ou bien que tu sois en possession d'une green card. C'est vrai que là aussi, il y a des exceptions parce que je connais des personnes qui, à une époque, Army ou bien l'armée américaine avait besoin de personnel et recrutait aussi des personnes qui avaient des statuts F1. Malheureusement, ce n'est plus le cas parce qu'ils ont atteint ce quota-là, mais il y a toujours ces opportunités qui s'offrent de temps en temps aux personnes qui ont des statuts Army, qui ont des statuts différents de nationalité ou bien de résidence permanente. Et en dernière position, il faudrait que tu passes un examen appelé AFAP avec un score minimum. Et ce score va déterminer le type de métier que tu vas exercer dans l'armée. Bien évidemment, pour être par exemple peintre dans l'armée, il ne faudrait pas, ça ne nécessite pas un très grand score. Mais par contre, si tu veux être un ingénieur, ou bien tu veux être un électricien, ou bien un dentiste, ou bien un infirmier, et là, il va falloir que tu aies un score assez considérable. Donc voilà un peu les conditions qu'il faudrait réunir pour pouvoir joindre l'armée. Comme je l'ai dit, je mettrai dans la barre de description ces différentes conditions pour les différentes branches. Ajouté à ça, après que tu aies rempli ces différentes conditions et que tu été déterminé apte à pouvoir servir l'armée, tu vas devoir passer la formation militaire. Et la durée de la formation militaire diffère de branche en branche. Pour les gens de Army, cette formation militaire est de 10 mois. Pour ceux de la Navy, c'est égal, pas 10 mois, mais 10 semaines. La formation militaire physique de Army, c'est 10 semaines. Pour les Navy, c'est aussi 10 semaines. Pour les Air Force, comme j'aime très bien les appeler, les Air Force, c'est 7 semaines et demie, sans trop faire. C'est une blague. Aussi pour les Marines, qui durent un peu plus longtemps, qui durent 13 semaines. Et enfin, ceux de Coast Guard qui durent à peu près 8 semaines. Donc, vous comprenez moi que la formation la plus difficile en termes de physique est celle des Marines qui durent un peu plus longtemps, c'est-à-dire 13 semaines. Il est important de noter que ce sont des différentes branches qui existent.
Mais il faudrait noter que dans ces différentes branches, il y a les corps d'élite. Beaucoup de personnes ont entendu parler des Navy Seals. Le Navy Seal est un des corps d'élite les plus importants ici aux États-Unis. Nous tous, on se rappelle de l'histoire de Osama Ben Laden. Nous savons que ce sont les gens de Navy Seals qui ont capturé Osama Ben Laden. Et ce corps d'élite appartient à la Navy. Et les autres branches ont aussi des différents corps d'élite que je mettrai dans la barre de description aussi. Après que tu aies fini ta formation militaire, c'est-à-dire la formation physique, et en fonction de ton métier, tu iras à une école où tu vas apprendre ton métier dans l'armée. Cette école, la durée de cette deuxième partie de ta formation dépendra du métier. Comme je l'ai dit plus haut dans la vidéo, si tu es un peintre dans l'armée, c'est vrai que pour apprendre à être un peintre, ça ne prend pas de trop de temps. Ce sont des formations qui dureront peut-être 1 mois ou bien 2 mois. Par contre, si tu veux être infirmier, oui, ça c'est une formation qui dureront peut-être 6 mois, informaticien 6 mois à 1 an, ingénieur 6 mois à 1 an, dentiste 6 mois à 1 an, etc. Donc, le plus complexe ton métier est, le plus longtemps tu feras à l'école. Et il est aussi important qu'il y a certains métiers, comme par exemple ceux qui travaillent, les ingénieurs des sous-marins. Ceux-là vont faire une école d'à peu près 2 ans. Et pour être qualifié pour certains métiers dans le sous-marin, il faudrait que tu sois américain. Et quand je dis américain, ce n'est pas américain par naturalisation, il faudrait que tu sois américain, né aux États-Unis et de parents américains. Ça, c'est une question qu'il faudrait, qui vaut la peine de mentionner. Maintenant, après que tu aies fini cette formation, la première partie qui est la formation physique, formation militaire, la deuxième partie qui est la formation où on va t'apprendre ton métier, tu seras détaché dans une unité. Si par exemple tu es dans la Navy comme moi où j'étais, tu seras soit attaché à un bateau qu'on va appeler ton Sea Duty, ou bien tu seras attaché sur une base militaire terrestre qui s'appelle le Shore Duty. Et généralement, on te donne la possibilité de sélectionner si par exemple tu seras attaché à un bateau, 5 différents bateaux où tu veux aller. Et à la fin de compte, c'est l'armée qui décide où ils vont t'envoyer, où on a besoin de plus de toi. Maintenant, quand tu vas aller, il faudrait aussi tenir compte que joindre l'armée américaine, ça vient aussi avec certains avantages et certains bénéfices. Donc, nous entrons là maintenant dans la phase des bénéfices. L'un des bénéfices importants à joindre dans l'armée, c'est que ça forge en toi un caractère résilient. Ça forge en toi un esprit de discipline, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça, c'est l'un des bénéfices importants de joindre dans l'armée. Ajouté à ça, nous avons les bénéfices de la paye. Ajouté à ton salaire que tu auras chaque 2 semaines, il y a un montant qu'on ajoute dans ton salaire qui servira à payer ton loyer. Et il est important de noter que si tu es attaché à une base militaire, tu auras la possibilité de vivre dans la base, dans les maisons militaires, dans le camp militaire sans que tu sois payé le loyer. On sait combien le loyer est énorme comme dépense ici aux États-Unis. Ajouté à ça, si tu es marié, il y aura un montant qui sera alloqué pour ta femme parce que tu es marié. Et généralement, ce montant diffère d'État en État. Plus le coût de vie de l'État dans lequel tu vis ou bien que tu es stationné est élevé, plus ce montant sera élevé. Et aussi, il y a certaines petites allocations qu'on va donner pour ceux qui sont mariés, aussi ceux qui ont des enfants. Ça fait partie des bénéfices. Et comme je l'ai dit plus haut, toutes les branches ont un salaire de base égal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as un grade de E2 ou bien E3, et d'ailleurs je ferai une autre vidéo où je parlerai des différents grades. E1 dans la Navy est en quelque sorte considéré comme un matelot. Tu as un matelot tout fraîche et E1 c'est le grade c'est comme ça qu'on appelle ici aux États-Unis. Maintenant, si tu es E1 dans la Navy, ton salaire ne sera pas différent de celui qui est E1 dans l'Air Force ou bien E1 dans l'Army, etc. C'est le même salaire de base. Les payes, c'est la même chose
dans toutes les branches. Ainsi que les bénéfices, c'est la même chose dans toutes les branches. Donc, ne pense pas qu'en joignant par exemple la Air Force, tu vas avoir un bénéfice un peu plus élevé que ce qui est dans Army. Non, c'est faux. C'est la même chose. Ajouté à la paie, nous avons les bénéfices qui te permettront de pouvoir continuer tes études après que ton contrat est expiré. Pour ceux qui ont servi pendant 4 ans, auront la possibilité d'aller à l'université et obtenir leur bachelor degree for free. Et aussi auront la possibilité de transférer ces bénéfices-là à leurs enfants. C'est-à-dire que tes enfants pourront aussi, au moment venu, aller à l'université et ce sera complètement payé par l'armée. Je mettrai aussi il y a tellement de bénéfices que je ne pourrais citer dans cette vidéo, mais par contre, je mettrai dans le lien de description la liste des différents bénéfices où vous pouvez aller vous-même regarder et mieux vous informer. Ajouté à ça, d'autres bénéfices sont quelques security clearance pour ceux qui savent, ça t'ouvre des portes à certains jobs qui sont fermés pour les civils. Donc, si tu as le security job, il y a beaucoup de jobs de gouvernement où tu auras accès et que tu pourras postuler. Et ce sont des jobs généralement où il n'y a pas trop de compétition, donc tu as plus de chances à être recruté. Donc, en quelque sorte, ça, c'est quelques bénéfices qu'il y a à joindre l'armée. Maintenant, en dernière partie, ou bien avant-dernière partie de cette vidéo, je parlerai un autre bénéfice qu'il est important de noter, ce sera l'assurance médicale et l'assurance vie. Pour ceux qui sont active duty, ça veut dire que ceux qui servent à temps plein, ils seront couverts à 100%. C'est-à-dire qu'ils pourront aller à l'hôpital et ils n'auront aucune facture à 100%. Eux et leur famille. Quand je parle de leur famille, je parle de leur époux ou bien épouse et les enfants. Et aussi, ajouté à ça, vous aurez l'assurance vie qui est élevée à peu près à 400 000 $ au cas où un événement tragique vous arriverait. On va verser à votre épouse ou bien aux personnes que vous avez désignées ce montant-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un autre bénéfice qui est très important. Quand nous savons combien coûtent les factures médicales ici aux États-Unis. Donc maintenant, je parlerai un peu des deux types de contrats qu'il existe quand tu joins l'armée. Le premier contrat est celui de active duty, c'est-à-dire que quand tu joins l'armée à temps plein, tu as l'obligation de servir pendant 6 ans ou tu as 4 ans en temps plein obligatoire et 2 ans où tu es considéré comme inactif, c'est-à-dire réserviste, où tu ne seras plus attaché à un bateau, mais par contre tu dois répondre à un appel une fois par mois pour montrer que tu es toujours là. Et pendant ces 2 ans-là, en cas d'urgence, on pourra toujours te rappeler pour remettre la tenue. Ça, c'est ce qui concerne ceux qui sont actifs. Et bien évidemment, ceux qui sont actifs ou bien en temps plein, leur bénéfice est un peu plus élevé que ceux qui sont réservistes. Maintenant, ceux qui sont réservistes, vous êtes obligés de servir pendant 8 ans. 8 ans ou 6 ans sera en temps plein où vous devez servir un week-end chaque mois et 14 jours par an. C'est-à-dire que vous aurez 14 jours de service de recyclage en quelque sorte, où vous irez en mission quelque part pour 14 jours, ou bien au minimum 14 jours dans tous les cas. Et ça vient aussi avec l'assurance médicale qui n'est pas à 100%, ça vient aussi avec l'assurance vie. Aussi, tes études seront payées, mais à un certain pourcentage, pas à 100%, etc. Donc ça, ce sont les différents avantages qui sont liés à ceux qui sont dans l'armée en tant que réservistes. Donc ça, c'est un peu les deux types de contrats qu'il existe. Il est aussi important de noter que ceux qui sont dans le National Guard ont un contrat un peu plus différent. Ils sont beaucoup plus considérés comme les réservistes aussi, mais leur bénéfice est un peu plus différent. Je mettrai dans le lien, sur la barre de description le lien et les bénéfices de ceux qui sont dans le National Guard parce qu'ils ne sont pas considérés comme des employés fédéraux. Maintenant, comme je vous l'ai promis, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce moment, félicitations, je vais vous parler un peu de mon expérience. J'ai joint l'armée, plus particulièrement la Navy, où j'ai servi pendant plus de 11 ans. J'ai fait quelques déploiements, où le plus long était un déploiement de 9 mois,
où nous avons parcouru presque tous les pays de l'Amérique latine en partant de Virginie, Norfolk. Nous sommes allés en Argentine, nous sommes allés en Uruguay, au Brésil. C'était un déploiement, c'était une très bonne expérience pour moi. Et aussi, j'ai eu à faire des missions dont je ne pourrais pas parler ici. Ce sont des missions un peu secrètes. Et je pense que pendant ces 11 années, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et je conseillerais ceux qui sont intéressés à joindre l'armée américaine d'y joindre, mais beaucoup plus ceux qui sont passionnés. Parce que si tu n'es pas passionné, ce sera un calvaire pour toi. Et dans une autre vidéo, je partagerai comment est-ce que ce sera un calvaire pour toi. Et dans une autre vidéo, je partagerai comment est-ce que vous devez naviguer votre carrière. Comment est-ce que vous devez, les choses que vous pouvez faire pour pouvoir avoir une carrière, une bonne carrière dans l'armée. Et aussi, je parlerai dans une autre vidéo, bien la prochaine vidéo, de comment est-ce que vous pouvez quitter de soldat ou bien de sous-officier à officier. Ça, c'est possible. Et je vous donnerai les différents trucs que vous pouvez faire pour pouvoir quitter de sous-officier à officier ou bien de soldat à officier. Ça, c'est quelque chose qui est possible dans l'armée américaine. Donc, c'est à peu près mon expérience dans l'armée. Si cette vidéo vous a fait, vous parle, ou bien si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de partager, de liker et aussi de vous abonner. Plus important, de vous abonner sur toutes nos plateformes, chaîne YouTube, Facebook, Instagram et TikTok pour ne plus rater aucun de nos contenus. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur intégration aux États-Unis. Ciao!